Bonjour à tous. Ma présentation va porter aujourd'hui sur un texte de Valérie Boisvert et Florence Pinton, qui sont toutes les deux économistes de l'environnement, et qui s'intitule Comment les peuples autochtones se sont-ils fait reconnaître? D'après le titre, on pourrait croire que le texte présente une histoire des mouvements autochtones, mais en réalité, il n'en présente qu'un seul aspect, celui de l'intégration de la problématique environnementale aux revendications sociales indigènes. Il nous explique comment certains mouvements, en particulier les mouvements d'Amazonie, ont étroitement associé leurs revendications sociales aux revendications écologiques, pour gagner une voie politique, jusqu'à aujourd'hui être présents aux tables de négociations internationales sur la biodiversité. Alors comme le disent les auteurs, comment en est-on arrivé là? D'après le texte, ce sont les indigènes d'Amérique du Sud qui les premiers ont cherché à se faire entendre sur le plan politique dans les années 60. Cependant, n'obtenant aucune reconnaissance mais plutôt indifférence, incompréhension voire hostilité de la part des gouvernements en place, les mouvements autochtones choisissent de s'organiser à l'écart des politiques, qui ne leur sont pas favorables. Ils développent alors un réseau transnational basé sur les relations entre les différentes initiatives régionales qui se multiplient alors. Dans les années 80, le mouvement international en faveur de l'environnement prend de l'ampleur et les groupes autochtones s'organisent autour d'un thème fédérateur, celui de la protection de la terre et des ressources naturelles. Les ONG de protection de la nature, qui commencent à être accusées d'ingérence par les gouvernements nationaux, se font l'écho des luttes politiques indigènes en échange de leur partenariat sur le terrain. Ce partenariat et le discours écologique associé à l'image du bon sauvage, authentique, respectueux de l'environnement, vont permettre aux organisations autochtones de passer sur le devant de la scène. C'est dans les années 1990 que les autochtones s'érigeraient en défenseurs de la nature par excellence. De fait, c'est à Rio en 1992 que la Convention sur la diversité biologique associe définitivement diversité biologique et diversité culturelle. 6 ans plus tard, en 1998, est créée la Société internationale d'ethnobiologie, qui, comme son nom l'indique, associe également étroitement l'ethnique et le biologique. Avec la Société internationale d'ethnobiologie apparaît et est reconnue la notion de savoirs écologiques locaux, qui reconnaît les connaissances spécifiques des peuples autochtones sur leur environnement et légitimise leurs revendications sur les terres. C'est grâce à un véritable lobbying, nous disent les auteurs, des promoteurs de cette représentation des savoirs locaux que la question autochtone a été mise à l'agenda des négociations internationales sur la biodiversité. Le projet de barrage à Altamira au Brésil en 1988 fournit un exemple de ce lobbying. Suite à la décision par le gouvernement brésilien de construire un complexe hydroélectrique de grande ampleur, sans consultation des populations Kayapo qui vivent dans la zone à inonder, les leaders régionaux décident de protester. Les Kayapo alertent l'opinion publique en 1988 lors d'un colloque, puis organisent en 1989 une grande manifestation contre le projet de barrage. Sont invités quelques célébrités, des défenseurs de l'environnement et surtout de nombreux journalistes. L'événement, nous disent les auteurs, est manifestement scénarisé. Il se déroule dans un village traditionnel spécialement construit pour l'occasion, donne lieu à des déploiements de plumes. Une femme menace de sa machette le représentant d'Electronorte, la compagnie en charge du projet de barrage. L'intensité est à son comble. L'opération est un succès à l'époque puisque suite à l'indignation générale suscitée par la médiatisation de la manifestation, la Banque mondiale a immédiatement coupé les fonds alloués au projet de barrage. Les peuples autochtones sont ainsi présentés comme des modèles de gestion du territoire et des ressources naturelles. Mais cela est-il réellement justifié? Est-ce que, en effet, tous les autochtones partagent ce savoir et ce rapport harmonieux à la nature? Peut-on dire que leurs pratiques relèvent de la conservation de la biodiversité? Enfin, quelles ont été les retombées de cette association entre nature et culture autochtone? D'après Valérie Boisvert et Florence Pinton, le bilan de cette association entre les droits des peuples autochtones et la biodiversité est négatif. D'ailleurs, nous disent-elles, de nombreux scientifiques, qu'elles ne citeront pas, critiquent aujourd'hui cette représentation. L'image du bon sauvage, gardien de sa forêt, inventé de toutes pièces pour obtenir des soutiens, aura surtout engendré des déceptions. D'abord d'un point de vue pharmaceutique, puisque la promesse de produire des médicaments à haut revenu, basés sur les médecines et les plantes locales, ne s'est jamais réalisée. Ensuite, pour les mouvements eux-mêmes, puisque désormais, les préoccupations internationales se portent désormais plus sur la question climatique que sur la préservation de la biodiversité. Pour conclure, je cite, « Les mouvements autochtones se sont donc partiellement redéployés vers les arènes climatiques, témoignant, s'il en était besoin, du caractère construit et stratégique de la mise en scène à des fins politiques de leur relation à l'environnement. » Voilà donc où se situe le propos de ce texte. La relation qu'entretiennent les peuples autochtones à l'environnement est une mise en scène stratégique pour obtenir un soutien politique, et leur rôle pour la conservation de la biodiversité serait donc finalement discutable.
Donc on voit après la présentation de ce texte que les mouvements autochtones se sont fait reconnaître en associant un combat écologique à leur combat social et en se forgeant une image folklorique de l'autochtone qui cueille, qui chasse, qui respecte les ressources naturelles. Mais l'intérêt du texte, à mon avis, ne se situe pas au niveau de la problématique du titre, comment se sont fait reconnaître les autochtones, mais plutôt dans le questionnement des auteurs sur la légitimité d'une telle représentation. Ils nous avaient d'abord posé la question: les autochtones ont-ils toujours un rapport harmonieux à la nature? Alors, c'est vrai que le mode de vie des autochtones d'Amazonie, qui est aussi celui des chasseurs-cueilleurs, est un mode de vie qui a perduré 200 000 ans sans causer de dommages importants sur l'environnement, alors que notre mode de vie à nous, par exemple, qui est beaucoup plus récent, est responsable de beaucoup de maux. Mais il existe des contre-exemples. On peut citer la pratique de l'empoisonnement de rivières par les Amérindiens de Guyane française pour la pêche à la nivrée. L'empoisonnement touche jusqu'à 90% des poissons de la section de la rivière contaminée, ce qui ne relève pas vraiment de la protection de l'environnement. Ceci dit, c'est une pratique qui n'a lieu que tous les 10 ans, les Indiens étant conscients de son danger. Maintenant, peut-on dire que les pratiques autochtones relèvent de la conservation de la biodiversité? Mais d'abord, qu'est-ce que la conservation de la biodiversité? Littéralement, il s'agirait de pratiques qui maintiennent et protègent la diversité des espèces. Les hommes, par leur pratique de gestion du territoire et leurs choix, ont une influence sur la biodiversité. Donc il est évident que les pratiques des autochtones vont modifier la biodiversité d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que, par exemple, sous l'impulsion d'ONG de protection de la nature, des populations entières d'indigènes ont été menacées d'être délogées de leur territoire transformé en réserve naturelle. Alors pourquoi, d'après nos auteurs, a-t-on érigé les autochtones en garants de la conservation de l'environnement? Je pense que le problème est dans le terme de conservation. Les humains ne conservent pas leur environnement. Ils le gèrent. Il serait à mon sens plus juste de se demander si leurs pratiques relèvent d'une gestion favorisant la biodiversité, plutôt que de se demander si leurs pratiques relèvent de la conservation. Alors, les autochtones sont-ils garants d'une gestion respectueuse de l'environnement? Maintenant, si eux ne le sont pas, qui serait plus à même de le faire? Pour en revenir aux retombées de ces revendications écologiques, quelques actualités. Le barrage à Altamira a été annulé en 1989, mais le chantier a été finalement approuvé en 2011 et il est actuellement en construction. En Amérique du Nord, très récemment, la réserve de Standing Rock, pour protéger ses terres sacrées et son territoire de la construction d'un oléoduc, a fait valoir son aspect destructeur pour l'environnement. Si le projet est en stand-by pour l'instant, il devrait reprendre sous le mandat du nouveau président des États-Unis. L'intérêt de ce texte a été de poser ces questions au lecteur, mais on peut également lui reprocher de ne pas avoir répondu à ces questions, puisque les auteurs se sont focalisés sur le dénigrement de la construction et de l'utilisation de l'image du pan sauvage pour la décrédibiliser, au lieu de questionner son bien-fondé. Il suffit de parcourir le texte pour constater dès les premiers paragraphes qu'il est orienté et présente la présence des autochtones au sommet sur l'environnement comme anormale et le discours indigène écologiste comme opportuniste. On peut aussi lui reprocher de faire des raccourcis, d'oublier toute la période entre 1998 et 2013, de nier les analyses de grandes organisations comme l'UNESCO qui continue en 2016 à soutenir la protection de l'environnement par les autochtones, en appelant en renfort des analyses non citées de, je cite, de nombreux scientifiques dont on ne connaîtra ni le nom ni les publications. Alors, cette représentation de gardien de l'environnement est-elle légitime? Ce qu'on vient de voir avec cette courte réflexion, c'est que rien n'est absolu. Si cette image de bon sauvage écologique a donné une voix médiatique aux représentants autochtones, qui sont désormais invités un peu partout pour étaler leurs plumes, elle n'a pas donné réellement de poids politique aux organisations de défense de leurs droits. Si dans l'ensemble, les peuples autochtones ont une gestion de l'environnement beaucoup plus respectueuse de l'écosystème que les autres groupes humains, il n'en reste pas moins qu'ils ont un impact sur leur environnement qui est à évaluer.